Daniel Cohn-Bendit est mon invité. Bonjour Daniel. Bonjour. Français, mais pas gaulois, des étrangers qui ont fait la France. On va parler de ce nouveau bouquin. Et il rappelle d'ailleurs dans la présentation qui est faite de vous, Daniel Cohn-Bendit, Dany Le Rouge, dans la rue en 68. Vous serez dans la rue pour défendre les retraites ? Non. Non, je trouve que c'est une réforme ratée d'un côté de la part du gouvernement. Macron avait l'idée de faire la retraite à points. Il aurait dû ne pas mettre l'âge pivot et faire un accord avec la CFDT. Là, cette retraite, c'est ni chèvre ni chou. Donc, je suis ni pour ni contre. Je trouve les arguments à 64 ans, c'est la fin de la vie. C'est complètement ridicule quand on voit l'Europe et l'âge de départ à la retraite dans tous les pays européens. Bref, la France est mal barrée dans ce conflit qui est un peu incompréhensible à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au fond, la France est une exception sur ce plan-là ? La France aime de toute façon se voir comme une exception. Donc oui, la France est une exception. Dans tous les pays qui nous entourent, on est entre 66 et 67 ans de départ de l'âge à la retraite. Oui, l'argument envoyé par Gérald Darmanin au nom du gouvernement et d'Emmanuel Macron de dire au fond les gauchistes, la gauche qui manifeste n'aiment pas le travail. Le travail est une valeur au contraire fondamentale. Voilà, c'est deux France qui s'opposent. Oui, mais ça, le gouvernement là, ils sont pas très malins non plus d'attiser le feu comme ça. C'est pas qu'ils sont feignants. Il y a un problème d'ailleurs qui s'est accentué après avec le Covid. C'est que les gens ont remarqué, je ne sais pas qui me faisait la remarque, hier c'était Luc Ferry qui me faisait la remarque dans un débat, il dit, sous Sarkozy, 70% des Français signaient travailler plus pour gagner plus et gagner plus, aujourd'hui non. Les gens ont envie, et la retraite est un mirage, c'est la vraie vie qui commence, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas si simple, mais je veux dire, il faut tenir en considération que aujourd'hui, après le Covid, il y a une envie quand même d'une grande partie de la population à mettre un frein, de retrouver une liberté hors travail. Et c'est pas par fainéantise, c'est par une envie de goûter la vie, quoi. Oui, mais en même temps, il y a du travail, mais il n'est pas pourvu, et on fait appel à l'immigration. Ça va nous amener à votre bouquin, Daniel. Mais ça veut dire que l'immigration continue. Les chiffres le montrent à être importante en France. Immigration travail, immigration économique. De tous les pays européens, c'est la même chose. C'est la même chose. Évidemment que l'immigration va continuer parce que il y a certains jobs que les uns ne veulent pas faire, etc. C'est une vieille. Tous les chercheurs sur l'immigration vous diront ça. C'est pas parce qu'il y a 1 million de chômeurs que vous pouvez déplacer ces chômeurs vers le travail qui est disponible. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc oui, en France, il y a une immigration, il y a 300, 400 000 sans-papiers qui travaillent. Donc, ils sont là, qui travaillent. Donc vous dites qu'il faut les régulariser. Il faut les régulariser tous. L'économie a besoin de ces gens. Ils veulent travailler. Ils sont là pour travailler. Et donc, cette partie de la nouvelle loi est tout à fait bien. Mais il ne faut pas mettre les métiers en tension. Tous ceux qui travaillent sont dans des métiers en tension, sinon ils ne travailleraient pas. Donc c'est pas une bonne idée de créer comme ça des titres de séjour pour métiers en tension dans cette loi asile-immigration qu'on va présenter bientôt. Qu'est-ce qui est en tension? Les restaurants, c'est en tension. Les plongeurs, c'est en tension. Partout, non, il faut dire, voilà, si vous travaillez... Vous justifiez par un travail, eh bien, vous êtes légalisé et vous avez une certaine protection sociale, etc., etc. Oui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ouvre, la possibilité de durcir les conditions de régularisation, même de créer des quotas sur les régularisations. C'est une main tendue aux Républicains pour négocier sur cette loi asile-immigration. Ça ne marche jamais, ce genre de choses. Des quotas, vous allez dire... Des quotas, donc vous êtes à 110 000, alors le 110e le 113e 1000, enfin, je veux dire, c'est pas comme ça. Il y a aujourd'hui, vous avez un besoin aujourd'hui de main-d'œuvre. Vous faites venir la main-d'œuvre, voilà. Et il y a une main-d'œuvre qui est là, vous la légalisez, vous faites venir la main-d'œuvre, vous qualifiez des gens, et puis
Le problème, c'est qu'on a peur qu'avec l'immigration rentre, disons, une insécurité et tout ça. Elle n'est pas plus grande ou moins grande avec ou sans Oui. l'immigration. Vous ne faites pas de lien immigration-insécurité, comme le fait par exemple l'extrême droite. Mais parce que ça ne veut rien dire. Je veux dire, dans la France sans émigration, il y avait de l'insécurité, il y avait des délinquants, etc. Oui, il y a des immigrés qui sont délinquants. Oui, il y a des immigrés qui ne sont pas des délinquants. Et puis, dans certaines conditions de vie, il y a peut-être plus de délinquance, donc il faut améliorer les conditions de vie, il faut être très dur contre la délinquance, mais c'est pas parce que l'hyper-majorité de ceux qui sont venus en France sont pas devenus des délinquants. Oui, mais au fond, vous dites dans ce livre, Daniel Cohn-Bendit, l'identité française, au fond, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au fond, ça nous amène à ça, de dire au fond, qu'est-ce que c'est la nation française? Et au fond, vous dites, au fond, je doute qu'il existe une identité française. Il existe une identité qui évolue. C'est pas le grand remplacement, je dis, c'est la grande transformation. Oui, et quand j'ai pris donc ces exemples, il y a 450 exemples dans ce livre, mais où vous voyez que des émigrés étaient venus pour des raisons, pas toutes les mêmes raisons en France. Ils ont participé à la construction, à l'histoire de France, et aucun de ces émigrés n'avait des ancêtres gaulois. Bon, on voit Jacques Brel, on voit Krasuki, Romy Schneider, Pablo Picasso. Ce sont des noms illustres. On va vous répondre, ça n'est pas forcément représentatif de la totalité. Non, mais ils sont illustres. Oui. Ils sont illustres. Quand Coppa, qui s'appelait Kopaszewski, Vous adorez le foot, Daniel. est arrivé en France, il a travaillé à 15 ans dans la mine. Il n'était pas illustre, mais le fait est qu'on a découvert tout d'un coup que c'était un joueur de football extraordinaire. Donc, vous avez une masse d'immigrés et, comme partout, il y en a qui s'illustrent, mais quand je vous parle du jeune Malien qui a sauvé un Français en escaladant une maison pour le sauver, il n'était pas illustre. Je veux dire, dans l'émigration, il y a de tout, comme dans toutes les populations. Seulement, la population évolue, la population se transforme. Vous aviez l'immigration juive, avec tout ce que ça a donné. Vous aviez les Italiens. Et les Italiens, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas bien reçus. On parle justement des massacres à Aigues-Mortes, etc., contre les Italiens. Et puis, vous en avez... des Italiens qui sont devenus français, d'autres qui sont très connus, qui sont restés italiens, etc., etc. Tout ça, ça fait la France. Oui, ce que vous dites au fond, c'est la fameuse phrase « l'immigration est une chance pour la France ». C'est ça que vous le dites alors que vous entendez bien la musique qu'on entend aujourd'hui qui dit tout à fait le contraire. L'immigration, des émigrés ont prouvé qu'ils étaient une chance pour la France. Des émigrés ont prouvé qu'ils ont participé à la transformation, au changement de la France, en bien. Quelques-uns le font en mal, ça existe. Moi, je ne suis pas bisounours, je ne dis pas tous les émigrés sont des futurs champions du monde de foot ou des futurs prix Nobel. Je dis simplement qu'il faut comprendre que la France, la population en France évolue, que la société française évolue et que des émigrés ont joué et jouent un rôle très important dans l'évolution de la France. Oui, et alors, celui qui le dit, c'est d'autant plus intéressant, Daniel Cohn-Bendit, et vous le racontez dans ce livre, c'est votre propre parcours. Parce que vous êtes né en 1945 en France, à Montauban, et vous n'allez devenir français qu'en 2015. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites même, quelque part, je n'ai jamais eu qu'une seule nationalité, c'est la nationalité européenne. Vous êtes balancé, vous avez été élu en Allemagne, en France, vous avez été évidemment l'acteur clé qu'on connaît de mai 68, mais au fond, vous ne vous sentez ni français ni allemand. Oui, mais bon, ça c'est mon histoire personnelle, mais je crois que la réduction d'une personne à son identité d'origine, on est tout à la fois. On peut être français, homme, français, femme, on peut être ceci, homme, femme, on peut être trans, on peut être ceci et cela. Je veux dire, il y a une multitude d'identités. L'identité et cette croyance qu'il y a
en fait une identité française. Ce n'est pas vrai. Il y a une multitude d'identités. Ce pays et la richesse de ce pays réside dans la multitude de ces identités. C'est ce qu'on a voulu montrer dans ce livre. C'est tout le contraire du discours, et vous les citez, de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, qui au fond dit la France a des racines chrétiennes, la France est une civilisation. La France a des racines chrétiennes. Moi, avec des origines juives, je vous dis quoi? Et tous les juifs, tous ceux qui sont venus dans les années 30 et tout ça, ils n'ont pas de racines chrétiennes. Alors on rajoute, on est sympa, on dit maintenant c'est des racines judéo-chrétiennes. J'ai dit, mais laissez-nous, quand la France était antisémite de Pétain, les juifs, on disait pas, les Français, c'est des racines judéo-chrétiennes. Hein. On voulait pas en parler comme ça. Je veux dire, cette idée, cette fixation sur une idée. On a eu Patrick Lemoine, qui est un journaliste, un ancien journaliste de l'Équipe, rédacteur chef de l'Équipe. Qui a coécrit le livre avec vous. On a eu cette idée, je sais pas, on revoyait la déclaration français. Si vous êtes français, vous avez des origines gauloises. Et on voyait l'équipe de France de foot. Et on disait, mais il y en a combien qui peuvent dire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, vous dites, au fond, on mettrait la photo de l'équipe Copa à l'époque que vous adorez, ou l'équipe de France d'aujourd'hui. Voilà, c'est incomparable. Et donc, je veux dire par là que le discours, le narratif de Marine Le Pen ou de Zemmour, de l'extrême, ne veut rien dire. Ne veut rien dire. On cherche une assurance que l'histoire ne vous donne pas. Et donc, acceptons l'immigration. Et acceptons les problèmes. Je ne nie pas qu'il y ait des problèmes avec l'immigration. Je me rappelle qu'en Allemagne, à un moment, la gauche disait, quand il y avait justement un refus de l'immigration, chers émigrés, ne nous laissez pas seuls avec les Allemands. Je disais, mais c'est idiot ce que vous dites. Vous dites, si les émigrés sont tous bons, moi je vais en Turquie, il y a que des Turcs. Ça doit être une société extraordinaire. Évidemment qu'elle n'est pas extraordinaire. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire de l'immigration de nouveaux Jésus potentiels, de dire « regardons ce que nous apporte l'immigration » et on a voulu faire un livre, bisounours entre guillemets, en disant « regardez ce que ces émigrés dans cette histoire », et on parle des indigènes, on parle de la Première Guerre, on parle de la Deuxième Guerre, regardez ce que ces étrangers ont apporté à l'histoire de France. Oui, mais vous dites aussi, parce que vous reprenez aussi la phrase d'Emmanuel Macron sur ce satané gaulois, vous dites aussi parfois qu'il vous exaspère. Les Français vous exaspèrent. Oui, mais comme les Allemands m'exaspèrent, si je faisais un livre de... ce qui m'exaspère, c'est la surévaluation de son identité nationale. Nous, les Français, nous, les Allemands, je veux dire, l'histoire de France est contradictoire et je ne vois pas en quoi le fait d'être dans la tradition française, c'est toujours avoir été toujours du bon côté. Pétain était français et fait partie de la culture française, fait partie de la tradition chrétienne française, avec toutes les saloperies qu'il a pu commettre. Oui, vous dites d'ailleurs en 1870, laminé par la guerre, les Français se croyaient déjà le phare de l'humanité. En 1870, parce qu'au fond, c'est très français, ça. Vous dites, oui, au fond... mais les Allemands aussi. Oui, il y a le nationalisme. Le nationalisme vous amène à vous considérer comme le nombril du monde. Que vous soyez un petit pays ou un grand pays. Et c'est ça qu'il faut... Il faut s'échapper de cela. Il faut accepter. Et il y a des valeurs. L'histoire de France a eu des moments extraordinaires et des moments terribles. Et d'accepter. Et nous, on dit, voilà, prenez l'histoire de France, prenez ces émigrés, ce qu'ils ont amené à la France. C'était des acteurs, c'était des chanteurs, c'était des ouvriers, c'était tout ce que vous voulez. Eh bien, vous pouvez dire, oh, heureusement qu'ils étaient là. On pourrait le dire de vous, ça, Daniel Cohn-Bendit. Les indices de moi. Oh là là, celui-là, s'il était resté autre part, ça aurait été mieux pour la France. Oui. Les autres disent le contraire, mais c'est comme ça. D'ailleurs, on vous a expulsé après mai 68. Expulsé. Parce que, c'est Giscard qui vous a fait revenir. Oui, mais l'histoire de ma famille, mon histoire est folle. Mon frère
né en 36, a été français. Il a même servi dans l'armée française. Moi, j'étais apatride, j'étais considéré comme étranger. Ça n'a aucun sens. Ça n'avait aucun sens. J'étais autant français que mon frère, ou mon frère aussi peu français que moi, ou aussi peu allemand que moi. Et moi, je suis... Non, tout ça, donc il faut arrêter avec cette stigmatisation nationale. Oui, et le gauchiste en vous, il y a toujours... Vous vous dites, au fond, je suis quand même resté un vieux gauchiste. Non, Vous êtes resté quand même ça? Non, parce que les gauchistes me considèrent aujourd'hui comme un horrible droitier. Donc, ouais, non, Oui. je suis un traître. Moi, mais de toute façon, je suis un traître. Je suis un traître à tout. Non, mais pourtant, vous dites, vous n'avez pas changé d'idée ou... Si j'ai changé, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'idée Oui. dans leur vie. Si j'ai évolué, j'ai changé, j'ai toujours une capacité à me révolter, mais c'est vrai que je ne suis plus celui que j'ai été il y a 3 siècles, en 68. Vous seriez plus comme Mélenchon aujourd'hui qui fustige les non, milliardaires, mais lui- qui fustige la honte que représente d'avoir l'homme le plus riche du monde en France. Non, moi, l'idéologie de Mélenchon est une idéologie autoritaire. Là où je suis resté quand même très anti-autoritaire. Donc c'est pour ça que C'est-à-dire autoritaire, c'est quoi ça veut dire? autoritaire, c'est qu'il a une conception très autoritaire. Pas de la vie. démocratique, au fond? On peut être autoritaire et démocratique. C'est pas si simple. De Gaulle était autoritaire et démocratique à sa manière. Hein. Non, mais Mélenchon, ça ne me plaît pas. Je trouve que il a une vision de la société, de la vie qui n'est pas la mienne. C'est un type qui a toujours été un fonctionnaire. Il a été jamais dans la vie de société. Il a été 3 siècles au Sénat. Je veux dire, c'est pas ma conception de la vie, voilà, Mélenchon. Mais à part ça, il a un talent fou. Il parle bien. Oui. Mais si vous voulez, je voudrais pas vivre dans un pays où il est président. Oui, mais Emmanuel Macron avait écrit un bouquin avant d'être président qui s'appelait Révolution. Ouais, mais ça, il a perdu. Ça, Il a oui. perdu. C'est-à-dire ça, que ça vous avait plu, ça, l'idée oui, de je trouvais révolution? qu'il voulait vraiment transformer la société française. Et en fait, c'est la société, la réalité française qui l'a transformée. Et aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, sa réforme des retraites proposée, sa retraite à points, était une véritable révolution de système. C'était systémique. Et là, il avait une très bonne idée, d'ailleurs partagée par une partie de la gauche. Oui, mais il fallait supprimer les régimes spéciaux. Mais et ça, tout le monde s'est cassé les dents. La Hein. CFDT, non, Oui. il s'est cassé les dents. Il s'est cassé les dents avec la CFDT sur l'âge pivot. Et le problème, c'est augmenter le temps de travail sans âge pivot et vous enlevez pas mal d'épines du pied. Mais je crois qu'il est revenu à une réforme des retraites comptable. Donc, une réforme de retraite qui, en fait, est assez minable. L'opposition, d'un autre côté, est irrationnelle non plus. Si vous travaillez jusqu'à 60 ou 62 ans ou 64 ans, c'est pas la différence entre la vie et la mort. Qu'il y ait une volonté aujourd'hui, je l'ai expliqué, que la retraite apparaisse maintenant comme un moment qu'on attend impatiemment dans la vie, je le comprends. Donc il faut voir ce qu'on peut faire, comment on l'organise. Donc les arguments, d'ailleurs, les syndicats sont d'accord sur rien, sauf sur 64 ans. Sinon, si vous demandez à la CFDT qui était pour la réforme à points, elle n'a rien en commun avec la CGT en ce qui concerne les retraites, sauf 64. Oui. Vous diriez au fond, Daniel Cohn-Bendit, certains le disent aussi, que la France c'est une forme de monarchie, c'est-à-dire qu'au fond, on veut toujours couper la tête du roi et que Oui, bon, non, ça reste. La France se fascine elle-même par son histoire. Donc la France veut quelqu'un de grand à l'Élysée et quand vous êtes à l'Élysée, en fait, vous perdez les pédales. Mais c'est comme les présidentielles. Les présidentielles, ça rend dingue. Ils sont tous fous. Aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui ne rêvent que d'être candidats
dans 4 ans maintenant, dans 4 ans. Mais ils sont malades, donc ils se font des coups bas. Le maire... Ouais. Bien, même ceux qui veulent y retourner, Mélenchon, Le Pen. Oui, tous, ils ne pensent qu'à ça. Et ça, c'est une maladie parce qu'ils ont envie d'être enfin dans ce palais de l'Élysée où vous êtes un monarque républicain et tout d'un coup, vous croyez avoir un pouvoir incroyable que vous n'avez pas. Mais vous jouez à la voix. Et c'est un peu la contradiction, le problème de Macron à l'Élysée. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit. Français, mais pas gaulois, hein, ces étrangers qui ont fait la France. Écrit avec Patrick Lemoine. C'est passionnant chez Robert Laffont. C'est toute une histoire de France revue à travers ces personnalités exceptionnelles qui ont fait l'histoire. Merci, Daniel. Pas de quoi.